Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Zoom, bienvenue à cette conférence qui va être dédiée aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'Olympisme à l'heure du Covid-19. Je m'appelle Joris Zilberman, je suis le directeur d'Asialist, qui est le site d'information et d'analyse sur toute l'Asie, avec l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, l'IFRAE, qui est affilié à l'INALCO. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, ces Jeux Olympiques doivent avoir lieu du 23 juillet jusqu'au 8 août. Alors évidemment, en organisant avec l'IFRAE cette visioconférence, on s'est tous demandé est-ce que les JO vont être annulés juste avant notre visioconférence. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le gouvernement japonais de Yoshihide Suga est déterminé à ce que ces JO aient lieu. Évidemment, rien n'est sûr, on ne peut pas dire absolument si nous serons devant notre téléviseur le 23 juillet pour suivre ces Jeux Olympiques, mais en tout cas, il y a une détermination et même un soutien international pour la tenue de ces Jeux Olympiques. Alors, le problème, évidemment, numéro un du Japon, c'est que eh bien, le pays doit faire face depuis le début de l'année à une résurgence de la pandémie de Covid-19 comme il n'en a jamais connu, alors que le gouvernement n'avait pas encore déclenché la campagne de vaccination. L'état d'urgence a été déclaré, il a même été élargi jusqu'au 20 juin, soit un mois avant l'ouverture des JO. Et puis à partir du 20 juin, eh bien, il y aura un quasi-état d'urgence qui sera prolongé jusqu'au tout début des compétitions. Alors, les sondages d'opinion, eux, donnent une écrasante majorité des Japonais pour l'annulation ou au moins le report des Jeux Olympiques. Vous avez aussi le quotidien Asahi Shimbun, qui est l'un des partenaires officiels des Jeux Olympiques. Eh bien, ce quotidien qui tire à 8 millions d'exemplaires, je vous le rappelle, a appelé lui aussi à l'annulation en parlant, je cite, d'une menace grave sur la santé. Et puis, vous savez peut-être également que 10 000 volontaires des Jeux Olympiques de Pékin se sont retirés, 10 000 sur 80 000 volontaires. Et pourtant, le Premier ministre, comme je le disais, le Premier ministre Yoshihide Suga et son équipe sont déterminés. Les Jeux Olympiques de Tokyo auront bien lieu cet été. Il n'y aura pas le public étranger. Le comité international olympique est en train de se coordonner avec le comité d'organisation japonais pour savoir s'il y aura du public ou pas, du public tout court. En tout cas, nous le verrons aujourd'hui, le Japon devait donner de lui l'image d'un pays ultra-moderne avec les nouvelles technologies mises au service de l'événement. Évidemment, l'absence du public étranger sera catastrophique pour ce qui est une vaste opération de communication, mais aussi évidemment pour le tourisme dans l'archipel. La question de ce soir, évidemment, c'est pourquoi, dans ces conditions, persister à organiser ces Jeux Olympiques. Nous allons en discuter sur le plan économique, sur le plan politique, mais aussi sur le plan historique. L'histoire de l'olympisme au Japon, qui n'en est pas à ses premières Olympiades, ni à sa première annulation, en tout cas, situation d'annulation, on le verra. Eh bien, cette histoire de l'olympisme nous fournira une mise en perspective très utile, évidemment, pour comprendre la situation actuelle. Et bien sûr, quand on parle des JO à Tokyo, de JO en Asie, on pense à la fois aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et aux Jeux Olympiques d'hiver qui auront également lieu à Pékin en 2022, en février prochain, et ce, alors que les contraintes de la pandémie ne seront sans doute pas toutes levées, notamment la fermeture des frontières. Alors, pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Guy Bourg-de-la-Mode. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'INALCO, spécialiste du Japon, membre de l'IFRAE. Michael Luken également, bonjour à vous. Oui, bonjour, Joris Bilban. Vous êtes professeur à l'INALCO, vous êtes historien du Japon, et puis j'accueille également Sébastien Collin, bonjour. Bonjour Joris, bonjour à tous. Vous êtes sinologue, maître de conférences en géographie à l'INALCO également. Alors, on va commencer ce débat par une première séquence. Vous êtes actuellement
une cinquantaine à nous suivre. Et donc, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. On va commencer tout de suite par aborder les raisons actuelles, économiques et politiques qui motivent le Japon à organiser ces Jeux Olympiques à Tokyo cet été. Je me tourne vers vous, évidemment, Guy Bourg-de-la-Motte. Quels sont les enjeux de ces Olympiades? Eh bien, il y a un enjeu symbolique. Alors, on en parlera certainement avec Michael, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle qui est fait avec les JO de 1964. Après une phase en fait de ralentissement économique très prononcé, le Japon espérait montrer au monde tout son dynamisme, ses capacités technologiques. Et puis, la crise, la triple crise que le Japon avait connue, la catastrophe nucléaire assortie du tsunami, du tremblement de terre en 2011, eh bien, devait être effacée. Enfin, les Japonais espéraient montrer leur résilience, rendre hommage à cette région. Donc, tout ça devait… les Jeux avaient cette symbolique qui est en quelque sorte confisquée par la pandémie. Donc, ça, c'est un premier enjeu, en fait. Disons, cet enjeu symbolique. Après, il y a un enjeu économique. L'enjeu économique, eh bien, c'est tous les milliards qui ont déjà été investis. Le budget initial était d'à peu près 7 milliards et on est à 26 milliards maintenant. Alors, il y a eu beaucoup de surcoûts dans les frais de construction, des constructions qui sont absolument gigantesques et qui, là encore, avaient vocation à être spectaculaires, à impressionner. Rien que la cérémonie d'ouverture devait coûter à peu près 115 millions. Et puis, il y a des surcoûts qui proviennent de la pandémie. Donc ça, c'est une autre difficulté. Mais donc, il y a des enjeux économiques là, importants également. Et donc, c'est les entreprises japonaises espéraient, avec les Jeux Olympiques, donc montrer elles-mêmes leur capacité technologique. Il devait y avoir énormément de robotisation. Donc, toutes les entreprises, NEC, SoftBank, devaient précisément utiliser les nouvelles technologies pour accueillir On le voit d'ailleurs sur ces images avec ces bus autonomes. Voilà, exactement, les bus autonomes qui sont, je crois, de Toyota. Et puis, il y avait donc les robots d'accueil qui étaient de SoftBank. Il devait y avoir des logiciels de reconnaissance immédiate des personnes. Il devait y avoir des logiciels de traduction aussi instantanés. Tout ça devait permettre aux entreprises japonaises, aux grandes entreprises qui ont investi et énormément innové dans la perspective de ces Jeux, et bien de montrer toute leur capacité en termes technologiques. Alors politiquement, maintenant, l'enjeu est plutôt inverse. Donc là, la question politique, on va la laisser pour plus tard. L'enjeu maintenant politique est plutôt pour ce gars maintenant, et de voir si politiquement il arrive à organiser les Jeux, alors que la population désormais est plutôt hostile et que l'opposition, et bien par conséquent, dénonce elle aussi des jeux dont elle estime qu'ils mettent en péril pratiquement la vie des Japonais. J'étais muet, j'active le son, excusez-moi. Quels sont, pour en venir aux problèmes sanitaires maintenant? C'est des jeux qu'on organise avec donc état d'urgence, quasi-état d'urgence. Quelles sont les contraintes d'organisation de ces Jeux Olympiques avec la crise sanitaire? Quelle est d'ailleurs la situation en ce moment? Alors, la situation en ce moment s'améliore. Les Japonais sortent d'une période, d'une troisième phase de confinement, en fait, et la pandémie a réussi, est contenue, mais enfin, il y a toujours les incertitudes liées aux divers variants. Et là, les mesures de restriction donc, ont été accrues. En principe, 78 000 autorisations d'entrée vont être accordées. Il faudra que tous les athlètes et participants sportifs aient été vaccinés et dépistés. Le transport sera organisé par des véhicules dédiés, de manière à ce qu'il n'y ait aucun mélange avec la population locale. Les lieux de résidence sont isolés également, puisqu'il s'agit du village olympique, et donc il n'y a pas de mélange en principe avec la population locale.
et il est prévu que des infractions soient punies du retrait de participer au jeu. Donc, c'est relativement sévère. Alors, les délégations étatiques avaient été extrêmement limitées et puis les gouvernements ont demandé que pour des raisons de sécurité, le nombre par pays soit un peu accru. Mais effectivement, voilà, en raison de la pandémie, beaucoup de mesures sont prises. Elles ont un coût, certaines de ces mesures, puisque c'est à peu près 900 millions qui est consacré à des mesures sanitaires d'hiver. Il faut notamment avoir sur place en permanence 400 infirmières et 300 docteurs chaque jour, ce qui est évidemment assez compliqué. NTT Docomo aurait conçu une application et reçu 64 millions de dollars du gouvernement, une application de traçage mobile pour éviter que la pandémie ne se propage. Il y a d'ailleurs une controverse à cet égard parce qu'en réalité, étant donné que la décision a depuis été prise de cantonner tous les visiteurs étrangers en certains lieux, dédié, eh bien finalement, l'application n'aurait plus grande utilité. On ne vous entend pas, Joris. À nouveau, j'avais oublié de réactiver, excusez-moi. Un autre enjeu, évidemment, de ces JO, c'était quand même, comme beaucoup de Jeux Olympiques, c'était est-ce que c'était de redessiner la ville, c'est-à-dire une revitalisation urbaine, une régénération urbaine? Alors oui, il y a cet aspect-là et puis toujours l'idée d'illustrer les capacités extraordinaires en matière artistique. Alors même si au départ le grand stade devait être réalisé par une architecte irako-anglaise, bon, il a finalement été confié donc à un japonais et puis avec cette idée toujours de montrer la diversité des territoires, d'illustrer la beauté du Japon, etc. Donc là, ce nouveau stade, dont vous avez montré des images d'ailleurs, eh bien, a été produit avec des matériaux en provenance de tous les départements japonais. Vous voyez, il y a toujours cette espèce de magnificence avec ces jeux qui est évidemment un peu disproportionné, somme toute. Donc ça, c'est pour l'aspect en fait urbain. Il y a toujours des changements et effectivement, ça peut être l'occasion de revitaliser un peu la ville ou de la changer. Mais enfin, c'était plutôt, à dire vrai, l'idée était plutôt de revitaliser aussi les régions par des investissements, effectivement, alors qui là aussi sont parfois disproportionnés, à dire vrai, parce que les installations sportives sont absolument gigantesques. On avait également, l'un des objectifs également, c'était le tourisme, évidemment. C'est ça, le tourisme, absolument, c'était très important. Alors, le Japon avait accueilli à peu près 29 millions de touristes juste avant la pandémie en 2018 et espérait en accueillir beaucoup plus. Je crois que c'était 40 000, non, pas plus de 40 millions même. Effectivement, et en définitive, c'est une grosse déception à cet égard. Si 40 millions de touristes, ils espéraient en 2020, donc 10 millions de plus. Effectivement, l'idée était que tous ces touristes puissent se disséminer dans le Japon et contribuer en effet à apporter des devises et à revitaliser enfin, une économie qui de fait a toujours besoin de stimulation. Alors justement, cette économie a besoin de stimulation, mais de l'autre côté, on a une opinion publique qui, elle, en tout cas selon les sondages, est en majorité écrasante contre la tenue de ces Jeux Olympiques. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement Suga s'obstine à aller contre l'opinion publique? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, je crois que c'est en réalité la question, enfin, le point principal maintenant, c'est l'aspect juridique. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un contrat qui lie le comité des Jeux Olympiques et la ville de Tokyo. Et dans l'hypothèse où enfin, il n'y a pas de possibilité d'annulation, en fait, il n'y a pas de possibilité de rétractation, de sortie du contrat pour la ville hôte. Donc, dans l'hypothèse où elle décide néanmoins de terminer le contrat, eh bien, elle se trouve en rupture de contrat et donc elle doit indemniser seule l'ensemble des participants, l'ensemble des sponsors, etc. Et y compris verser des dommages et intérêts, vraisemblablement, même si
alors le contrat, le détail à dire du contrat est connu, mais enfin tout ce qui est police d'assurance, ça, ce n'est pas connu. Donc indemnisé même, vraisemblablement. Il n'y a pas de, les Et compagnies d'assurance est-ce qu'on connaît se d'ailleurs retourneront les pieds contre l'ordre les de autres. Mais... grandeur est-ce qu'on connaît l'ordre de grandeur de cette indemnisation Alors je crois que en ce cas serait de l'ordre d'annulation? de 17 milliards. 17 milliards à peu près, je crois, ouais. Donc en définitive, mais enfin, c'est quand même assez difficile à estimer puisque ce serait de fait, il y aurait une bataille entre assureurs parce que, est-ce que, vous voyez, il y a quand même des assurances qui ont été prises de divers côtés. Donc la ville de Tokyo a pris une assurance, bien sûr, mais enfin, le cas de la pandémie n'était pas nommément prévu, enfin vraisemblablement. Donc est-ce que ça pourrait entrer dans un cas de force majeure alors même que la pandémie dure depuis 2020? Vous voyez, un assureur, plutôt que de payer 17 milliards, évidemment, arguerait qu'il n'y a pas de force majeure. Donc, ça veut dire que ça viendrait s'imputer sur le déficit de la ville, enfin, sur les finances de la ville directement, le budget de la ville. Donc, il y a ce premier problème qui est quand même il faudrait donc, par exemple, envisager une médiation avec le comité des Jeux Olympiques. Donc, c'est assez délicat, en fait. Et puis ensuite, il y aurait, disons, la déception malgré tout, enfin tout cet effort pour que ça finisse comme un soufflet qui s'écroule, ce serait une grosse déception, disons, pour les entreprises et pour les sponsors qui ont donc massivement investi, hein, on l'a dit. Les sponsors ont quand même investi 3 milliards de dollars, donc ce sont des sommes énormes qui ont été avancées, hein, dans l'espoir de retours ultérieurs. Et donc, évidemment, pour toutes ces entreprises japonaises qui continuent d'être favorables, en fait, à la tenue des Jeux, à ceci près que certaines se demandent si leur association aux Jeux ne peut pas, maintenant que l'opinion est si hostile, eh bien, avoir un effet adverse pour elles. Donc, il y a quand même cet aspect-là. Mais les entreprises semblent quand même, dans leur majorité, être plutôt favorables à un maintien des Jeux. Ce qui n'est pas le cas, comme vous l'avez dit, de la population, qui, elle, a du mal à comprendre, et c'est ce que disait dans un programme politique le secrétaire général du Parti communiste, et la population a du mal à comprendre qu'on lui ait imposé pendant 2 ans maintenant de faire attention quand elle allait prendre une bière, voilà, dans des groupes, vous voyez, de 3 à 4 personnes, et comment maintenant il peut y avoir 300 000 personnes qui vont être admises, donc la moitié des capacités du stade, avec des rassemblements à côté, etc. Donc le président du comité des Japonais de l'équipe du gouvernement en charge de la surveillance de l'évolution de la pandémie et des mesures sanitaires, qui est un médecin, voit quand même un risque là, donc lui-même est plutôt pessimiste, en particulier parce qu'il va y avoir, donc à la fois, vous voyez, il y a la question du rassemblement autour du stade national, donc on parle de 300 000 personnes pour le moment. Les rassemblements autour, bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire aux gens qu'ils peuvent venir dans un endroit et puis ne pas se regrouper autour, donc il va y avoir forcément des rassemblements, enfin une sociabilité. Et puis, le dernier point, c'est qu'enfin, il y a la fête des morts au même moment. Donc, il y a l'équivalent de la Toussaint japonais, donc un déplacement de population déjà important pendant 4 jours. Donc un week-end prolongé là, qui coïncide. Donc là aussi, c'est difficile pour les Japonais. Vous voyez, si on leur dit qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour la fête des morts, qui est très importante, puisqu'on repart dans les familles, on repart sur les tombes des ancêtres, etc., alors que tout peut se produire, donc pour des raisons économiques, hein, autour des Jeux Olympiques, la population, évidemment, va mal le comprendre. Alors, on va reparler de cette contestation. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse, pour un peu mieux comprendre la situation, à l'histoire de l'olympisme japonais. Et je me tourne maintenant vers vous, Michael Luken. C'était quand même pas la première fois que le Japon est en situation de devoir ou non annuler des Jeux olympiques. Est-ce que vous pouvez revenir? Il faut remonter à 1940. Oui, c'est vrai, Joris, vous avez raison. C'est vrai que le Japon a déjà connu d'une certaine manière cette situation, quoique dans un contexte complètement différent, puisque il faut se souvenir qu'en 1940, les Jeux auraient dû se tenir à Tokyo déjà. C'était donc des Jeux qui succédaient à ceux de Berlin, les fameux Jeux de 1936. Et bien sûr, en raison du contexte historique, des tensions en Europe, hein, de l'Anschluss et du début de la guerre, en 1939, ces Jeux ont été annulés. Et ils ont finalement été d'une certaine manière remplacés au Japon par des grandes cérémonies
à la fois sportive et culturelle en commémoration du 2600e anniversaire de la lignée impériale. Donc oui, c'est quelque chose que le Japon a déjà connu et de manière plus générale, le Japon a une grande expérience du mouvement olympique puisque ce sont en fait les 5e Jeux qui sont attribués au Japon après ceux donc de 1940, annulés comme je l'ai dit, ceux de 64, ceux de 72 sont des Jeux d'hiver, ceux de 98 à Nagano, puis ceux de 2020-2021 à Tokyo. Et alors, donc, il y a eu cette annulation en 1940, mais il y a eu ce succès historique en 1964, les Jeux olympiques de Tokyo 1964, les premiers à être organisés en Asie. En quoi est-ce qu'ils ont marqué en profondeur l'archipel nippon? Ils ont été très importants parce que, premièrement, ils s'inscrivent dans le prolongement de ces Jeux de 40 qui avaient été annulés. Donc, ils consacrent un pays qui est le premier hors des pays occidentaux à recevoir les Jeux olympiques. Donc, symboliquement, c'est tout à fait important de la perspective asiatique. C'est aussi très important dans une perspective là, historique, puisqu'il s'agit de jeux qui, d'une certaine manière, symbolisent le retour du Japon sur la scène internationale, d'une certaine manière, la levée du contrôle d'échange, de tous les obstacles que la population japonaise connaissait dans son rapport à l'étranger. Et bien sûr, a aussi matérialisé de façon tout à fait spectaculaire la transformation de la ville de Tokyo, qui avait été extrêmement endommagée par les bombardements de 1945 et qui, de 1964 jusqu'à nos jours, est devenue une ville moderne, extrêmement audacieuse sur le plan architectural. Et est-ce qu'on pourrait justement, et peut-être je passerai brièvement la parole à Sébastien Collin, mais Michael Lucan, est-ce qu'on peut dire que 64 a été pour Tokyo ce que les Jeux olympiques de Pékin en 2008 ont été, c'est-à-dire le retour du Japon sur la scène internationale? Oui, certainement, mais le contexte est quand même très différent car là, c'est articulé à la guerre et la destruction absolument radicale du bâti dans la ville de Tokyo et dans ses environs, je crois, n'a pas son équivalent en Chine. Donc, il y a vraiment quelque chose de très concret, de très visible. Et toutes les personnes qui ont connu le Japon dans les années 60, je pense à certains de mes professeurs qui ont découvert, comme par exemple Jean-Jacques Origas ou Michel Guy, le Japon à cette époque, chaque fois qu'ils retournaient à Tokyo dans cette période, avaient l'impression que la ville se transformait radicalement d'une année sur l'autre. On était dans une période de transformation urbaine radicale. Mais, et là, je pose justement, pour vous faire rebondir, Sébastien Collin, je vous pose la question, est-ce que c'est tiré par les cheveux de dire que voilà, la Chine en 2008, aux Jeux olympiques de Pékin, montrait qu'elle était de retour sur la scène internationale après une période maoïste compliquée, mais aussi un retour à sa juste position après ce qu'on appelle toujours, ce dont souffrent les Chinois collectivement, ce siècle d'humiliation. Est-ce que justement il y aurait une comparaison avec le Japon des années 60 et les Jeux olympiques de 64? Oui, il y a incontestablement une comparaison à faire. L'attribution des Jeux olympiques donc de 2008 à Pékin, alors je rappelle que le vote pour attribuer les Jeux olympiques à Pékin a eu lieu donc le 13 juillet 2001, donc c'est quand même 7 années avant la tenue des Jeux olympiques, et cela marque effectivement la reconnaissance de l'émergence économique de la Chine, de son insertion dans la mondialisation. 2001, c'est le début de la décennie 2000, c'est cette entrée de la Chine dans la mondialisation. Ça deviendra ensuite, au cours des années 2000, cette puissance mondialisée. Ça marque effectivement une décennie 1990 après la relance des réformes et de l'ouverture par Deng Xiaoping en 92 et après donc les événements de Tiananmen, les taux de croissance économique très importants que connaît le pays au cours des années 90 et puis toutes les négociations que la Chine a menées, notamment pour intégrer l'Organisation mondiale du commerce, qu'elle intégrera la même année, par ailleurs
à la fin de l'année 2001. Donc tout ça, effectivement, est révélateur de l'émergence de la Chine sur la scène mondiale. Et puis ce qu'il faut, je crois, prendre en considération, c'est une volonté aussi d'une partie de la communauté internationale, je crois, et des acteurs, notamment du Comité international olympique, d'attribuer ces Jeux olympiques à Pékin parmi les villes candidates. Et je rappellerai qu'il y avait en compétition avec Pékin le 13 juillet 2001, Toronto, Paris, Istanbul et Osaka. Donc on en revient au Japon. Osaka a tenté. Le Japon était une nouvelle fois candidat. Oui, oui, par le biais de la ville d'Osaka. Alors Osaka, malheureusement, ne sera pas retenu pour le deuxième tour lors du vote, éliminé au premier tour. Il ne restera que 4 villes candidates et c'est Pékin qui va obtenir la majorité des voix. Et par ailleurs, un certain nombre d'acteurs de l'époque, certains membres du Comité international olympique, ont mentionné par ailleurs que de toute façon, les Jeux JO étaient déjà attribués à Pékin avant même le vote et il y avait un tel désir que Pékin obtienne ces Jeux olympiques et le président du Comité international olympique, Juan Antonio Samaranch, était lui-même favorable à ce que Pékin organise ces Jeux. Selon lui, il s'agissait finalement de quelque chose de normal au vu du parcours économique de la Chine, mais aussi d'attribuer les Jeux olympiques au pays le plus peuplé du monde. Donc, il y avait quand même une symbolique politique forte. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur les JO en Chine. Et justement, Michael Lueken, est-ce qu'il y avait en 1964, au moment, ou en tout cas les années au moment où Tokyo a déposé sa candidature, est-ce qu'il y avait aussi un désir de la communauté internationale d'attribuer ces Jeux à Tokyo, ou est-ce que ça a été serré? Oui, il y a eu un désir de donner ces Jeux à Tokyo parce que précisément, il s'agissait pour notamment les États-Unis d'aider le pays à se réinsérer dans la communauté internationale du côté du bloc occidental dans un contexte de guerre froide bien connu à l'époque. Donc, il y avait une convergence d'intérêts pour faire en sorte que Tokyo ait les JO de 64, tout à fait. Et alors, les Jeux olympiques de Pékin en 2008 ont été, en tout cas, sujet à beaucoup de controverses. Je voudrais qu'on revienne au Japon sur la contestation de l'olympisme. On voit en ce moment, donc on l'a dit, on l'a vu avec Guy Bourg, il y a, en tout cas dans les sondages d'opinion, une majorité de Japonais qui sont contre la tenue de ces JO. En 1964, est-ce que les Jeux olympiques à Tokyo faisaient consensus? Alors, ils n'ont pas fait consensus, mais ils étaient immensément populaires néanmoins. C'est quelque chose qui, de ce point de vue-là, est tout à fait différent de ce qu'on observe récemment. On avait une contestation qui était forte, qui était multiforme, et qui était en partie portée par une idéologie de gauche qui voyait très bien qu'il y avait dans cette tenue des Jeux olympiques de 1964 un programme liant le Parti conservateur à l'ancien occupant américain. Donc, les artistes de gauche, les intellectuels de gauche ont entrepris un certain nombre de manifestations dans une période qui était socialement très compliquée, de 1960 à 1969-70 au Japon. On est dans une période où il y a beaucoup de manifestations et de contestations. Et donc, ils vont organiser des opérations, des performances, différents types d'actions pour éveiller l'attention à la fois de la population et des étrangers sur les critiques qu'ils avaient à formuler contre les Jeux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. On a très couramment l'habitude de rappeler, de montrer les images de cette contestation des années 60. Et peut-être qu'on oublie qu'aujourd'hui encore, comme le disait Guy Bourg-de-la-Motte il y a un instant, cette contestation est toujours présente. Alors justement, on en parlait, Michael Lueken, de cette contestation, et vous me disiez que autant aujourd'hui que vous trouviez que si on faisait la comparaison entre les mouvements de contestation anti-JO entre 1964 et aujourd'hui en 2021, eh bien vous trouviez que
la contestation en 2021 était un peu surévaluée, alors qu'en 1964, on avait un peu sous-évalué la contestation. Alors, à vrai dire, Joris, c'est l'inverse. On a surévalué la contestation des années 60 et j'ai l'impression qu'on sous-évalue un peu la contestation actuelle. On faudra voir avec un petit peu du recul comment les choses se passent. C'est toujours le travail de l'historien de faire le bilan et de regarder comment les choses se sont passées. Mais il me semble qu'on a un certain nombre d'indications qui montrent que depuis une dizaine d'années, au fond, depuis que en 2013, le comité olympique a décidé d'attribuer les JO de 2020, aujourd'hui 2021, à Tokyo, on a un certain nombre d'éléments qui témoignent d'une contestation. J'ai en tête, par exemple, et je trouve qu'il représente très bien l'esprit qui prévaut aujourd'hui, une œuvre de Aida Makoto, je ne sais pas si Baptiste peut la montrer. On y voit, c'est un tout petit dessin, on y voit un homme qui a l'air de démarrer un sprint, mais en fait, quand on regarde bien, c'est plutôt un homme affalé qui n'en peut plus de courir. On voit l'image. Qui n'a plus envie de s'avancer, qui n'a plus envie de lutter, qui n'a plus envie d'être dans la compétition permanente. Donc, c'est une œuvre d'un artiste extrêmement connu sur la scène de l'art contemporain qui transmet bien cet épuisement, au fond, que l'on sent dans la population japonaise par rapport à cette politique des élites qui consiste à toujours essayer de fouetter le peuple pour le faire soit prospérer économiquement, soit être plus joyeux, soit regarder de l'avant. Et on a ce regard un peu désabusé dans cette œuvre que je trouve tout à fait symbolique malgré sa petite taille. Merci Michael Luquen. Maintenant, je voudrais revenir avec vous, Sébastien Collin, sur la comparaison avec la Chine. Donc, on a parlé de Pékin 2008, mais j'aimerais quand même qu'on parle des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, qui vont avoir lieu donc en février prochain. Alors, évidemment, la Chine suit extrêmement attentivement ce que le Japon fait justement pour sécuriser au niveau sanitaire les JO de Tokyo cet été. Est-ce qu'on sait comment est-ce que la Chine envisage l'organisation de ses propres JO d'hiver, sachant qu'il y aura encore des contraintes sanitaires et notamment sur l'accès du public à l'événement. Le Japon ne peut pas accueillir de public étranger. Est-ce que la Chine va en accueillir? On imagine que non. Quelles sont les informations dont on dispose sur cette stratégie chinoise? Très bien. Alors, est-ce qu'on reviendra quand même sur les JO de 2008 un petit peu Bien plus sûr, tard? on y reviendra, mais voilà. J'avais pas complètement terminé tout à l'heure. C'était à dessein. C'était à dessein, très bien. Je réservais encore une partie de ce que vous aviez dire pour plus tard. Concentrons-nous maintenant sur les JO de 2022. Donc, les contraintes sanitaires, justement, pour Pékin. Alors, pour ce qui est des JO de 2022, donc, là encore, hein, c'est des Jeux olympiques qui sont censés se tenir donc, au mois de février 2022, hein, du 4 au 20 février. La situation sanitaire est bien évidemment prise en compte par les autorités, mais elle n'est pas encore perçue véritablement comme devant donner lieu à une éventuelle réflexion autour d'un report ou d'une annulation. On a sur le plan de la communication politique toujours, comme l'image le montre, ici, la démonstration d'une ferveur pour ces Jeux olympiques de 2022, bien évidemment officiellement ici mise en scène. Et les préparatifs suivent leur cours. Et par ailleurs, le discours continue au niveau des autorités centrales. Le discours est celui de dire que la Chine a vaincu l'épidémie la pandémie de Covid-19, qu'il y a un suivi de toute nouvelle contamination sur le territoire chinois et assez souvent il s'agit, si l'on prend bien évidemment la presse officielle, de cas importés, mais qui mettent en avant effectivement pour l'heure un contrôle de celle-ci. Alors certes, dans un contexte où les frontières ne sont pas encore complètement ouvertes, et il faudra bien sûr à un moment donné peut-être que les autorités prennent en considération cette potentielle ouverture. Quel impact cela va avoir réellement sur l'organisation de cet événement sportif? J'avoue là, pour le coup, ne pas avoir encore d'informations véritables, puisque les choses peuvent évoluer finalement
assez rapidement d'ici l'automne, en fonction aussi des campagnes de vaccination qui auront lieu ici ou là à l'étranger, en fonction de la façon dont les autorités chinoises aussi vont mettre en place leur propre campagne de vaccination. Non, je crois que le danger le plus important, en fait, pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, c'est pas tant la condition sanitaire, la situation sanitaire que le contexte politique dégradé entre la Chine et les États-Unis et plus globalement ses alliés européens, donc le monde occidental entre guillemets. Absolument. Et j'allais vous poser la question justement. Ce sont des jeux, ces JO d'hiver sont extrêmement controversés. Il y a maintenant des appels au boycott qui s'amplifient. Exactement. Et donc, au cours du mois d'avril, il y a eu Joe Biden lui-même a mentionné que les États-Unis n'écartaient pas l'idée d'un boycott des Jeux olympiques de 2022, au regard bien sûr de la situation politique en Chine, de la situation au Xinjiang, de la politique de la Chine en direction de Hong Kong, donc toutes les évolutions qu'on a pu constater ces 2 dernières années. Dans le contexte de cette pandémie de Covid-19, effectivement, cette dégradation très importante des relations entre la Chine et le monde occidental, et les États-Unis par ailleurs, s'ils envisageaient un boycott ne l'envisageaient pas seuls, c'est-à-dire qu'ils demandent aussi à leurs alliés, notamment en Europe, de discuter éventuellement cette question. Donc, si jamais il y avait un boycott des Jeux olympiques de 2022 par les puissances occidentales, États-Unis et puissances européennes, ça serait collectif. Tout du moins, c'est un peu comme ça que les choses sont pour l'heure avancées. Alors, rien ne dit, bien évidemment, que le boycott aura lieu. Il y aura peut-être d'autres facteurs qui seront pris en ligne de compte. Je rappellerai qu'il y avait eu des appels au boycott aussi en 2008, juste après les manifestations tibétaines réprimées par les forces de sécurité chinoises et l'armée populaire de libération. Il y avait eu des appels au boycott au sein des mondes politiques en Europe, parmi même certains sportifs. Et puis finalement, tout le monde s'est retrouvé à Pékin le 8 août 2008 pour la cérémonie d'ouverture. Et les Jeux olympiques ont été qualifiés ensuite d'une réussite exceptionnelle sur le plan de l'organisation, sans compter bien évidemment les performances sportives auxquelles on a pu assister. Mais pour revenir même à l'attribution à Pékin des Jeux olympiques d'hiver pour 2022, c'est une candidature qui n'était pas très évidente, non? Alors, ça a surpris beaucoup d'acteurs des sports d'hiver, si je puis dire, et nomme un certain nombre de sportifs après le vote pour Pékin, effectivement, ont un peu critiqué ce choix. Mais ce qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de choix pour le Comité international olympique. C'est le 31 juillet 2015 que le choix a été réalisé à Kuala Lumpur, lors d'une réunion donc, du Comité international olympique. Et les 2 villes candidates étaient Almaty, au Kazakhstan, et Pékin. Et il faut savoir que toutes les autres villes candidates s'étaient retirées avant donc, la tenue du vote. Et il y avait notamment 3 villes européennes au sein il y avait Oslo, Stockholm et Cracovie. Et donc, finalement, ce désistement de ces villes, alors je ne saurais donner les raisons exactes de leur désistement, peut-être sur des aspects d'ordre économique, éventuellement, ou peut-être des retards dans la préparation des dossiers, ça je l'ignore, mais effectivement, laisser la place ou à Pékin ou à Almaty. Et je crois que l'expérience de Pékin dans l'organisation des Jeux de 2008 et l'influence politique de la Chine, sans doute, a fait la différence. Et ça permet aujourd'hui à Pékin d'être la seule ville dans toute l'histoire de l'olympisme à avoir organisé les Jeux olympiques d'été et à organiser prochainement les Jeux olympiques d'hiver. Donc là, dans la communication officielle chinoise, c'est quelque chose qui, bien évidemment, est mis en évidence. Mais alors, pour revenir maintenant aux Jeux olympiques de 2008, est-ce que, sur la comparaison entre les JO de Tokyo de 2020 et les JO de Pékin de 2008, on en discutait avant cette conférence, et vous me disiez quand même, si on fait le bilan, il y avait eu les JO à Tokyo en 1964, et puis
là, depuis quelques années, il y a une accumulation, en tout cas, d'attributions des Jeux Olympiques, que ce soit Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, aux grandes capitales asiatiques. Il y a une montée en puissance quand même de l'Asie, en tout cas de l'Asie du Nord-Est, vu qu'évidemment, on fait allusion à Tokyo, à Séoul, à Pyeongchang, également en Corée du Sud, et puis à Pékin, JO d'été, JO d'hiver. Donc, il y a une montée en puissance de l'Asie. La question est pour moi. Oui, 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 elle est pour. Oui, oui, non, bien sûr, il y a effectivement ces dernières années eu depuis, j'allais dire depuis 1964. Alors entre 1964 et 1988, on a quand même 2 décennies. Hein. Donc, mais c'est vrai que depuis 1988, les Jeux Olympiques à Séoul, on a eu ensuite donc un certain nombre de villes asiatiques, à la fois pour les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver. Michael citait Nagano tout à l'heure en 1998. Si je ne fais pas d'erreur, c'était 1998, Nagano, c'est ça. Puis on a eu effectivement Pékin 2008, on a eu Pyeongchang 2018, et là maintenant on aura Pékin 2022. Donc c'est vrai que ça témoigne d'une volonté de ces puissance asiatique de s'affirmer sur la scène internationale, de vouloir organiser effectivement ce type de grands événements médiatiques, tout en sachant bien sûr que les réactions au sein des sociétés de chacun de ces pays peuvent être différentes hein, par rapport à le côté judicieux ou non d'organiser ces événements, mais c'est un signe incontestable, effectivement, de ce déplacement du gradient, si je puis dire, de la mondialisation en direction de l'Asie. Et ça passe par l'organisation de ces grands événements médiatisés. Là, on parle des Jeux Olympiques, hein, mais il y a aussi les expositions universelles et d'autres types d'événements. Vous vouliez continuer la comparaison entre Pékin 2008 et Tokyo 2020? Oui, je voulais la continuer parce que, un peu comme Tokyo 1964, les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin ont été un moteur remarquable de la transformation urbaine de la ville. Et toute la décennie 2000 est marquée par une transformation très importante du paysage urbain de Pékin. Et là, d'ailleurs, le slogan officiel, c'était donc lorsque les Jeux Olympiques ont été attribués à Pékin, il y avait bien évidemment une satisfaction du côté des autorités chinoises. Il y a quelques critiques qui ont émergé effectivement parmi certains acteurs pour des questions liées aux droits de l'homme, hein, bien sûr. Et la Chine a répondu par des slogans assez critiques. Et il y en avait un qui alors, il y a celui que vous avez bien évidemment sur la photographie, et puis il y a un autre qui insistait sur le nouveau Pékin, grande Olympiade. Donc là, je me mets à une échelle qui est celle de l'échelle de la ville, transformation de la capitale. Il faut savoir que ces Jeux Olympiques de 2008 ont mobilisé 44 milliards de dollars d'investissement. Et sur ces 44 milliards de dollars d'investissement, vous avez 40 milliards de dollars pour les infrastructures urbaines. Hein. Et donc, vous avez toute une série de grands chantiers qui ont été opérés à ce moment-là. Il y a bien évidemment les œuvres architecturales que Michael en parlait tout à l'heure, que ces Olympiades suscitent, notamment la construction, bien sûr, des équipements sportifs. Donc pour Pékin, c'est le nid d'oiseau, hein, le fameux stade, le nid d'oiseau et le cube d'eau, donc la piscine olympique. Ce sont les deux œuvres architecturales phares de ces JO de 2008. Mais c'est aussi l'agrandissement de l'aéroport international de Pékin. Ça va permettre une multiplication par 2 de ses capacités. Et Pékin est aujourd'hui le premier aéroport international dans le monde pour le trafic passager, et ces aménagements qui avaient été opérés en sont bien évidemment en partie responsables, ou en tout cas permettent cet accueil, quand bien même l'aéroport de Pékin est toujours saturé encore aujourd'hui et qu'on parle encore d'agrandissement de manière un peu récurrente. Vous avez eu la nouvelle gare du sud de Pékin, la construction de la ligne à grande vitesse entre Pékin et Tianjin, qui va ramener les deux
ville à 30 minutes, ce qui permet aussi de faire émerger une conurbation très importante Pékin-Tianjin. Et l'extension du réseau de métro à Pékin au cours des années 2000 a été incroyable, avec la construction de plus d'une dizaine de lignes de métro. Et donc, ce sont des exemples que je donne. Et puis, bien sûr, une dimension qui commence à être prise en compte à l'époque, quand bien même, bien évidemment, on peut la discuter, la critiquer et la débattre, c'est les considérations environnementales, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques et l'organisation des Jeux Olympiques, la lumière sur la ville et la venue des touristes et des sportifs a mis en avant effectivement cette préoccupation ou tout du moins le facteur environnemental, la question de la pollution atmosphérique à Pékin. Et c'est là où on a vu émerger les premières initiatives, les premières mesures politiques, insuffisantes, hein, bien évidemment, pour lutter complètement contre la pollution atmosphérique notamment. Mais en tout cas, les Jeux Olympiques ont quand même permis, je crois, d'accélérer un petit peu une certaine prise de conscience au niveau de la ville. Alors, justement, et là je m'adresse à vous, Guy Bourg-de-Lamotte, initialement, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, maintenant 2021, c'est aussi de la technologie verte, justement. Pékin devait se défendre et assainir son environnement, mais par contre, le Japon veut paraître en pointe sur ces technologies vertes. Oui, oui, absolument. Il y avait l'idée enfin, il y a toujours, hein, d'ailleurs, l'idée que il y ait des carburants qui soient utilisés afin qu'ils soient, à base d'algues, ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'on utilise enfin, même dans les constructions, enfin, évidemment, on utilise du bois, on utilise des choses comme ça, mais enfin, c'est vrai que si on prend le bilan carbone enfin, de l'ensemble des constructions, il est évidemment très mauvais, puisque ce sont des constructions colossales. Donc bon, ça, c'est sans doute le paradoxe, un paradoxe de plus des Jeux. J'avais envie Mickaël a peut-être quand même une remarque à faire sur les JO de 64, enfin leur signification pour le paysage urbain, non, ça va? Alors moi, je voulais juste rebondir, il y a eu deux petits points sur lesquels j'avais envie d'intervenir pour dire que la population japonaise n'avait pas toujours été hostile, enfin juste pour qu'on le sache dans la conversation, la population était quand même favorable aux Jeux Olympiques à un moment donné. Enfin, en 2019, dans les sondages du gouvernement, qui sont quand même des sondages, vous voyez, assez sérieux, avec une volonté d'objectivité, etc., et un peu plus neutre que, disons, les sondages de grands journaux, où il y a toujours un biais partisan un petit peu. Donc, dans les sondages du gouvernement, 85% de la population estimait que les Jeux Olympiques allaient être bénéfiques au Japon. Donc, il y avait cette idée que c'était bon pour l'image du Japon, etc. Donc, il y a quand même eu un revirement. Alors, il y a une question d'un auditeur au sujet du dessin 2015. Il y a toujours des voix critiques, hein, bien sûr. Donc, et puis, il y a toujours des gens qui savent très bien que les Jeux Olympiques, en effet, c'est beaucoup d'argent. C'est en réalité une dette importante. Justement, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est juste pour préciser cette question justement de notre ami qui fait partie des participants, qui disait précisément, je remarque que ce projet donc, de Jeux Olympiques a été exécuté en 2015, soit bien avant toutes les contraintes sanitaires. Le petit dessin, hein, il s'agit du dessin. Petit dessin, voilà. Et s'agit-il donc par anticipation du matraquage fiscal auquel devaient s'attendre les Japonais, mis à terre par les Jeux Olympiques les plus chers de l'histoire des JO? Alors ça, on ne le savait pas encore à l'époque. Hein. Disons que enfin, l'enveloppe a plus que triplé. Donc c'est ça qui est énorme, c'est ça qui est absolument phénoménal. En revanche, ce qu'on sait toujours, c'est que c'est un peu toujours ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a toujours un dépassement des budgets. C'est quand même un phénomène assez étonnant là aussi avec les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que on l'a vu à Sydney en 2000, on l'a vu à Londres il y a en 2012. Chaque fois, les enveloppes semblent ont vocation à être dépassées. Alors, je me demande si mais Mickaël aura certainement des remarques plus pertinentes que les miennes, mais je me demande si ce dessin n'était pas aussi une manière de dire qu'il ne suffisait pas de faire des JO pour redonner un souffle au Japon. C'est-à-dire que le Japon, de fait, eh bien, était dans une situation d'essoufflement économique, malgré les tentatives de relance du gouvernement Abe autour de 2012-2014, hein, justement. Donc, le dessin de 2015 pourrait avoir ce sens. Et puis aussi que, voilà, on accusait toujours le coup de la triple catastrophe de 2011. Il peut y avoir toute cette connotation aussi, toute cette symbolique. Et je voulais noter aussi que on a parlé des personnes, enfin des villes qui avaient cherché à remporter les JO. Je voulais dire que vraiment il y avait eu une intention aussi très très forte de la ville de Tokyo, parce que les deux campagnes précédentes, elle était déjà candidate, mais on l'oublie parce qu'elle n'apparaît plus dans les classements maintenant
dans les villes candidates répertoriées, parce qu'elle n'est pas arrivée en fait suffisamment haut, mais elle était déjà candidate en fait dans les années 2000 par 2 fois. Donc la catastrophe a dû voilà, favoriser leur candidature, de même qu'il y a eu des éléments conjoncturels toujours favorisent une ville plus qu'une autre. Mais en tout cas, il y avait une mobilisation très forte du côté de la ville de Tokyo. Voilà, parce qu'on parlait à un moment donné d'Osaka, etc. Et puis, voilà, c'était une remarque. À un moment donné, il y a eu, dans le fil de la conversation, je me suis dit qu'il fallait que je le précise aussi, ça. Michael Lucan, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir sur la remarque de l'auditeur. Ce dessin, je crois, ne s'inscrit pas dans une réflexion sur les questions fiscales et économiques. On a affaire à un artiste d'avant-garde qui, je crois, ne s'intéresse que superficiellement à ces questions. En revanche, je crois que l'articulation à la question de 2011, elle est très forte. 2011, c'est-à-dire le tsunami et le tremblement de terre qui a ravagé la côte du Tohoku et provoqué la catastrophe de Fukushima. Autrement dit, on a un pays qui se sent à terre, qui est fatigué, qui a le sentiment que, comme de manière régulière, récurrente au Japon, les événements et les éléments sont contre lui. Et au lieu de l'aider, au lieu de lui apporter une politique de soutien, de care, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, les gouvernants, comme un peu toujours dans une mentalité très moderniste 20e siècle, préfèrent partir du haut, lancer de grands programmes d'infrastructure, des grands événements internationaux, comme les JO le représentent si bien. Et donc, je crois que c'est cette fatigue-là qui est représentée dans ce dessin, ce sentiment de ras-le-bol, plutôt que de s'occuper des problèmes concrets des citoyens. On a des gouvernantes qui essayent de donner du pain et des jeux aux citoyens. Il y a quand même une question que j'aimerais vous poser, et je commence par vous, Guy Bourg-de-la-Motte. C'est une question un peu pour vous engager un petit peu. À votre avis, est-ce que, alors vous avez bien expliqué qu'il y a des contraintes, il y a un contrat qui encadre ces JO, que c'est compliqué d'annuler, de reporter ces JO parce qu'il y a beaucoup de sommes en jeu, mais pour des raisons quand même de santé publique. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que le Japon fait quand même une erreur gravissime quand même de s'entêter à vouloir organiser ces JO? Oui, alors les questions de santé, là, je ne suis pas Il à l'aise faudrait pour en reporter parler et parce annuler. que, parce que j'ai pas, mais bon, vous avez raison, c'est-à-dire enfin, tu as raison, c'est-à-dire c'est vrai que si les variants se mettent à se répandre, enfin, effectivement, on a cette incertitude sur ce plan. Bon, en même temps, je crois qu'il y a, c'est difficile, je pense politiquement, de prendre ces décisions il y a eu un tel effort quand même collectif qui a porté jusqu'à ces Jeux. Enfin, c'était devenu un projet national, vraiment. Tout le monde les préparait. Donc, c'est vrai que je crois qu'ils ont du mal à y renoncer aussi. Il y a cet aspect-là certainement. Plus les entreprises qui restent, enfin, qui ont investi, et puis le coût financier et le désaveu symbolique. Je crois qu'il y a tous ces éléments. Et puis, avec le sentiment que, bon, en réduisant de moitié le nombre de spectateurs, on peut quand même, malgré tout, continuer à les organiser. Mais c'est vrai que c'est un pari un peu délicat. Et contre ces médecins, alors moi, je ne vais certainement pas m'aviser de parler moi-même à mon tour contre les médecins japonais. Mais donc, le fait est que le gouvernement, eh bien, n'est pas… enfin, effectivement, donc le médecin que je citais tout à l'heure, enfin, qui s'occupe du comité du gouvernement pour les mesures sanitaires, eh bien, évidemment, il est réticent, bien sûr. Mais si vous voulez, il y a aussi, je crois qu'il y a une attitude de prudence de la part des médecins qui sont dans leur rôle. Et puis, somme toute, bon, les politiques sont peut-être aussi dans le leur en disant, en osant prendre une décision qui éventuellement va à l'encontre. Alors, la pandémie, effectivement, le problème, c'est que les hôpitaux, vous voyez, alors même que les Japonais ont maintenu la pandémie en fait à des taux très acceptables, enfin, ils n'ont jamais atteint les 50 000 par jour qu'on a eu nous. Ils ont été au maximum, je crois, à 10 000 nouveaux contaminés par jour. Mais le problème, c'est que les hôpitaux sont très sollicités par une population qui est déjà âgée, en fait.
Et donc, pour maintenir les hôpitaux, enfin, ils sont immédiatement submergés en réalité. Donc ça, c'est le problème qu'ils ont en effet. Et donc, si de fait, enfin, dès qu'il y a des vagues d'ampleur, effectivement, ça pose problème. Et alors, évidemment, chaque confinement coûte, mais comme chez nous, des milliards à l'économie. Donc, évidemment, faire le pari de tenir les jeux pour après imposer un confinement à la population, économiquement, ce ne serait pas un pari viable. Enfin, Il y a sur la problématique de la vaccination au Japon, on a une question d'Olivier Salvi qui nous suit et qui demande comment expliquer justement le retard de la vaccination au Japon alors que les Jeux Olympiques arrivaient. On a l'impression qu'ils se sont réveillés parce qu'il y a eu cette résurgence et qu'avant cela, il y a eu un attentisme un petit peu… Alors, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, les Japonais ne produisent pas les vaccins eux-mêmes, donc ils les importent, bon, et donc en fait, ils ont une procédure en matière. Alors ça c'est sans doute assez typique. Enfin, si vous voulez, les Japonais sont pas du genre, voilà, à utiliser les vaccins qu'on leur donne sans les tester. Ils ont une procédure en matière de médicaments. Donc, ils ont commencé par faire des tests sur les vaccins avant de les administrer aux Japonais. Alors, ils partent du principe que, vous voyez, les groupes sanguins peuvent être différents. Je ne sais pas s'il y a des préjugés plus ou moins… enfin, j'ai envie de dire, ratio, quoi, presque, qui puisse justifier enfin, cette attitude, ou si c'est juste une habitude enfin, sanitaire enfin, des normes sanitaires extrêmement exigeantes, disons, mais en tout cas, la procédure a été appliquée comme à l'habitude. Donc, ils ont commencé par perdre pas mal de temps à refaire des tests, en fait. Et puis, donc, la mise en circulation a été un peu longue à obtenir. Ensuite, il n'y avait que les médecins qui pouvaient faire des… Alors là aussi, il y a un lobby des médecins qui est fort, et donc il y a une… comment dire, il y a comment ça s'appelle? C'est pas un protectionnisme, mais il y a une attitude très fermée, disons, un corporatisme, voilà, de la profession médicale, qui donc voilà, il voulait conserver le monopole de la vaccination. Alors, ça a été étendu progressivement, mais ça aussi, évidemment, il n'y avait pas de médecins en fait en nombre suffisant. Donc, tout ça a pris du retard. Effectivement, je crois qu'on est autour de 3% de la population vaccinée maintenant. C'est peu, évidemment, donc ça progresse assez peu, et le gouvernement a promis des doses, mais pour le mois de septembre, donc c'est après les Jeux, donc c'est pas pertinent pour les Jeux, en fait. Donc, effectivement, c'est un peu paradoxal, ouais. Alors, vous l'avez remarqué, c'est le moment des questions-réponses avec vous. Hein. Je vous encourage, vous qui nous regardez, à continuer à nous poser des questions. Une question pour Michael Luken, une question d'un de nos participants. Est-ce que le but du gouvernement japonais n'était-il pas justement de rehausser l'image du Japon après la catastrophe de Fukushima? Oui, absolument. Vous avez raison. C'était le but du gouvernement japonais. Je dirais c'était le but aussi de la communauté internationale. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez étonnant. En 2008, hein, le Japon avait déjà présenté la candidature, plus exactement Tokyo avait déjà présenté sa candidature pour les JO de 2016 et avait été évincé assez vite. Et la raison avancée à cette occasion, c'était que le taux de soutien de la population à ces Jeux était le plus faible de toutes les villes candidates, à 59%, si ma mémoire est bonne. Autrement dit, il y avait le sentiment que les Japonais, les gens de Tokyo n'avaient pas besoin des JO parce qu'ils ne le souhaitaient pas. Or, il y a le tremblement de terre de 2011 et là, il y a un renversement. On voit que du côté du gouvernement, il y a un soutien beaucoup plus net. Du côté de la communauté internationale, ça fait sens parce qu'il faut aider le Japon à aller de l'avant. Donc, il y a une volonté comme ça qui va permettre l'émergence de la candidature de Tokyo. Mais là encore, c'est quelque chose qui est très top-down. Et de façon générale, c'est un point sur lequel je voudrais insister. Le rapport du gouvernement japonais, de l'État japonais aux Jeux Olympiques, de manière constante à travers l'histoire, est un rapport extrêmement vertical. C'est typiquement un moyen que les élites ont de tirer la population vers le haut, de construire des infrastructures, de l'insérer dans la société internationale.
c'est quelque chose qui vient véritablement du haut, et dans une société un peu âgée comme la société japonaise, où quand même les éléments démocratiques sont très riches, hein, où il y a une vie associative très nourrie, où les problématiques environnementales sont sérieuses, où il y a des problèmes à la fois de natalité, de démographie, la population, je crois, a envie d'autre chose, hein, mais les gouvernements ont du mal à remplacer cette sorte de drogue, hein, des grands projets internationaux que sont les Jeux olympiques, par quelque chose de plus fin, de plus complexe, de plus attentionné aux besoins des populations. Et je crois que ça, c'est quelque chose que l'on va continuer à voir dans les décennies qui viennent. Et je crois que ça peut aussi expliquer pourquoi, d'une certaine manière, les villes européennes, occidentales en général, aujourd'hui, hésitent un peu à s'impliquer massivement dans les projets de Jeux olympiques. Une autre question de nos participants, une question de Nadag qui dit bonjour et merci pour cette conférence. J'ai une question pour Guy Bourg-de-la-Motte au sujet des estimations des indemnités que Tokyo devrait payer. Vous avez parlé de 17 milliards sans préciser la devise de Oui, pardon, ce sont des dollars américains. Dollars américains. Je regarde sous les chiffres en dollars, en effet. Et je voudrais abonder dans le sens de Michael. C'est absolument un projet de la ville de Tokyo au point de départ, c'est-à-dire les deux candidatures, et Michael a cité celle de 2008. C'est effectivement un projet presque, enfin vraiment un projet personnel d'Ishihara Shintaro, le gouverneur de Tokyo à l'époque, même plus que du gouvernement. Enfin, c'est une marotte de sa part. Enfin, il a toute une équipe autour de lui qui y travaille, beaucoup plus que le gouvernement. C'est la ville de Tokyo, le gouverneur de Tokyo qui pendant toutes les années qui précèdent. Et alors, est-ce qu'à la faveur, certainement qu'avec Fukushima, dans le gouvernement aussi, eh bien, soudain, cette candidature a fait sens. C'est paradoxal parce que je me rends compte, en effet, qu'il y a eu une candidature concurrente d'Osaka et de Tokyo, du coup. Une autre question d'un participant, Jean-Yves Collin. Est-ce qu'on a une estimation, vous en parliez un petit peu au début, Guy Bourg, mais à nouveau cette question, peut-être pour la préciser, est-ce qu'il y a une estimation des pertes qu'entraînerait une annulation pour les sponsors japonais ou internationaux et pour les diffuseurs dans la retransmission des manifestations des Jeux olympiques dans les médias? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tous les chiffres, mais je peux vous en donner en tout cas quelques-uns. Alors, moi, je vous ai parlé de 3 milliards, je crois, qui étaient les investissements des sponsors, les investissements faits par les sponsors. Je cherche les chiffres, hein, excusez-moi, parce que je les ai notés. Enfin, j'en ai noté quelques-uns, en tout cas. Pendant que vous cherchez, je rappelle que vous aviez dit qu'on pouvait chiffrer en tout, au total, sponsors plus gouvernement, les pertes à 17 milliards de dollars au total. Mais peut-être, est-ce que vous avez retrouvé les chiffres? Alors, par exemple, les droits télévisés, les recettes attendues des droits télévisés, alors ce n'est pas les indemnités, mais c'est 3 milliards de dollars. Ils attendent 3 milliards de dollars. Donc, vous voyez, ça veut dire que comment l'indemnisation est calculée, c'est compliqué à dire, vous voyez, mais en tout cas, enfin, vous voyez, les montants sont évidemment énormes. Hein. J'ai une question pour vous, Sébastien Collin. Si on regarde le G7, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Yoshihide Suga qui était présent donc, dans les Cornouailles et il a reçu officiellement ce week-end le soutien du G7 à l'organisation des Jeux olympiques. Et de l'autre côté, il était dans un G7 qui a eu des prises de position qui étaient pour contrer l'influence de la Chine, qui, elle aussi, va tenir ces Jeux olympiques. Comment est-ce que vous avez perçu justement ce double message du Japon soutenu par le G7, qui n'est plus le groupe des 7 pays les plus riches, mais en tout cas le groupe des 7 démocraties libérales parmi les plus riches, un message de soutien au Japon et un message de défiance à la Chine? Écoutez, je pense qu'on peut interpréter ça effectivement dans cette idée que contrer l'influence de la Chine passe par un soutien au Japon. Mais voilà, après, il n'y a pas c'est éventuellement comme ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est une grande aide
pour le Japon de l'encourager à organiser cet événement sportif s'il est susceptible de se dérouler à quasi huis clos, avec effectivement 6 mois plus tard des Jeux olympiques d'hiver à Pékin qui peut-être ne se dérouleront pas à huis clos. Donc, dans les rapports éventuellement de compétition que les deux pays pourraient se livrer de ce point de vue, je ne suis pas sûr que pour l'instant ce soit très favorable sur le plan de l'équilibre au Japon. Mais après, soutenir le gouvernement dans sa décision, c'est un geste politique bien évidemment très fort qui montre que les pays du G7 soutiennent le Japon sur ce plan. Et d'ailleurs, c'est l'un des messages qu'adresse le G7 et Joe Biden, c'est-à-dire nous soutenons les Jeux olympiques de Tokyo cette année pour qu'ils symbolisent cette lutte unie contre le Covid-19. Et or, les détracteurs de la tenue des Jeux olympiques de Tokyo pourraient dire, mais attention, reprendre l'expression de l'Asahi Shimbun, le quotidien japonais, qui dit, attention, c'est une menace très grave pour la santé. Est-ce que, du point de vue de Pékin, est-ce que on ne peut pas voir un deux poids, deux mesures avec un soutien très politique au Japon alors qu'il y a un risque sanitaire très grave et de l'autre côté, des prises de position contre la Chine, une position qui n'est pas décidée encore bien, pas très claire, boycott ou pas boycott. Qu'est-ce que vous en pensez du point de vue de Pékin? Du point de vue de Pékin, je vous avoue ne pas avoir regardé là pour le coup quelles avaient été les réactions officielles de Pékin à ce soutien manifesté au sein du G7 au Japon. Pour moi, la solidarité internationale vis-à-vis du Japon serait peut-être de l'inciter éventuellement à repousser l'événement et à repousser tous ceux qui suivent en termes de calendrier, peut-être éventuellement les JO de Paris aussi. Et ça, ce serait peut-être une solidarité internationale. Mais bon, le pousser effectivement à organiser cet événement dans un contexte sanitaire tel qu'il est aujourd'hui et l'organisation d'événements sportifs à huis clos, enfin, sur le plan du retentissement de l'événement médiatique, c'est quand même assez catastrophique, je crois, et suivre un événement à huis clos, effectivement, va sans doute détourner une bonne partie des populations de l'événement en question. Voilà. Mais après, du point de vue de Pékin, là, pour le coup, de toute façon, les autorités chinoises, bien évidemment, ont conscience des équilibres géopolitiques actuels et quoi qu'il en soit, le soutien au Japon et l'appel au boycott de la part des puissances occidentales éventuelles pour les JO de 2022 ne sera qu'une manifestation de la part de l'Occident effectivement d'une politique anti-chinoise et volontairement anti-chinoise. Et ça participera à réaffirmer, me semble-t-il, le nationalisme chinois, et les Jeux olympiques se tiendront avec ou sans les puissances occidentales. Même si ce boycott sera effectivement, à mon sens, une fracture politique très forte. Mais il y avait eu les boycotts de JO de Moscou en 1980 par les États-Unis. Et puis ceux de Los Angeles par l'URSS en 1984. Donc, on peut très bien revenir à ce type de situation, même si, bien évidemment, on ne le souhaite pas forcément. Une nouvelle question de Nadag pour vous, Guy Bourg. Nadag écrit « Si je ne m'abuse, les collectivités territoriales se sont un peu soulevées contre l'organisation des Jeux olympiques. Je crois que certaines ont refusé leur rôle de ville d'accueil. Vous expliquez l'importance de l'individualité du maire de Tokyo dans ce projet. Cela doit aggraver le sentiment de division entre les collectivités locales au Japon. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, le gouverneur de Tokyo, en fait, j'ai dit qu'il était favorable et que c'était un projet personnel, mais c'est plus le même. Hein. Donc, ça, c'était pendant les 2 campagnes précédentes. Et après, en fait, il y a aujourd'hui une nouvelle gouverneure qui, elle, a eu des difficultés avec le parti libéral-démocrate, mais enfin, elle est quand même tout à fait favorable au jeu. Enfin, elle est dans cette ligne-là, quand même, la ligne des élites, somme toute. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que la population avait fini par se rallier à l'objectif, disons, d'accueil de ces Jeux.
Alors, là, c'est dans le contexte de la pandémie, en fait, qu'il y a eu toute une polémique autour de l'accueil de la flamme, etc. Est-ce qu'elle devait passer par les villes ou non? Et donc là, il a été décidé de raccourcir le trajet, enfin, de ne pas passer par les endroits où il y avait des difficultés sanitaires marquées. Donc, il y a eu toute ces polémiques-là. Des villes qui refusaient d'accueillir enfin, je pense pas qu'on est là ça, j'ai pas connaissance de ça. Enfin, disons que si les villes voulaient pas accueillir des installations, on en a trouvé d'autres. Enfin, donc j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu de polémique à cet égard. Et puis en principe, l'idée était vraiment de faire que les touristes aillent dans les territoires justement et les découvrent. Donc l'idée était bien, et puis autour de Fukushima en particulier, donc l'idée n'était pas de concentrer sur Tokyo. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait eu ce phénomène que l'interlocutrice suggère, enfin l'auditrice suggère. Une question à nouveau, elle est de moi pour vous, Guy Bourg-de-Lamotte. Il semblerait que la stratégie du Premier ministre japonais Yoshihide Suga soit parfois, au niveau politique je parle, au niveau électoral, soit assez complexe à comprendre, puisque on croit comprendre qu'il va y avoir des élections. Or, les Japonais, en tout cas si on suit les sondages, sont pas favorables à ces jeux. Donc lui, il prend un risque politique majeur. C'est comme si il risquait de ne pas... il joue sa carrière politique quand même sur la tenue de ces JO. Oui, ben, l'opposition en tout cas joue sur du velours, elle, en allant dans le sens de l'opinion, disons, évidemment, en critiquant le Premier ministre. Donc effectivement, il prend un risque. Alors les élections, on ne sait pas quand elles vont avoir lieu, enfin elles vont avoir lieu prochainement, hein, ça c'est sûr. Et il va y avoir en tout cas en juillet déjà des élections régionales, sauf erreur. Donc ensuite des élections. Donc il y a 2 scrutins qui arrivent. Donc effectivement, il y a une signification. Enfin, si la population est mécontente, elle peut en effet porter l'opposition au pouvoir. Et l'opposition s'est quand même rassemblée. Elle a été très divisée à un moment donné. Elle a quand même fait un effort de rassemblement, précisément dans la perspective de ces élections. Alors Suga, lui, sa carrière à lui personnellement. Disons que c'est déjà pas mal qu'il ait été Premier ministre, sincèrement, parce que c'est un personnage qui était vraiment dans l'ombre d'Abe, et bon, alors qui a été précisément poussé par l'appareil politique. Enfin, alors, bon, est-ce que son mandat aurait été confirmé, enfin, sera confirmé ou pas? Ça, de toute façon, je crois que c'est assez douteux. Enfin, je ne suis pas sûre qu'il ait vocation à perdurer et à rester. Mais c'est vrai qu'il prend quand même un risque en allant contre l'opinion, ça c'est certain, alors que l'opposition, elle, joue totalement dans l'autre sens, ouais. Et bon, est-ce que l'opposition, alors après il y a toutes sortes d'autres questions, si vous voulez, le Parti libéral-démocrate, bon, même sans entraîner l'enthousiasme, a souvent emporté les élections parce qu'il a quand même une capacité à redistribuer dans une certaine mesure, à faire face aux problèmes dans une certaine mesure. Alors il y a eu beaucoup de scandales là aussi, enfin il y a eu 2 scandales aussi avec des démissions qui ont frappé des sénateurs et un membre du gouvernement. Donc ça, c'est mauvais aussi pour le gouvernement. Donc c'est vrai que la conjoncture dans la perspective de ces élections n'est pas extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a eu des scandales autour du comité d'organisation olympique Aussi, oui, japonais. Est-ce que vous absolument. pouvez les rappeler? Et est-ce que, à la fois les rappeler et nous dire s'ils ont laissé des traces ou si maintenant on ne s'en occupe plus? Alors oui, bon, le scandale, si vous voulez, qu'il y a eu, ça a été quand M. Mori, qui est donc la génération de M. Ishihara dont je parlais tout à l'heure, hein, donc ce sont ces hommes de pas loin de 90 ans hein, quand même. Donc lui, Mori est quelqu'un d'étonnant parce qu'il a cette longévité extraordinaire qui était typique de la vie politique japonaise jusqu'à il y a 10-15 ans, mais qui commence, c'est un des derniers, là vraiment j'ai envie de dire dinosaure, enfin la politique japonaise. Et donc, évidemment, il a fait une bévue qui est tout à fait typique de sa génération. On rappelle que c'était l'ancien président du comité d'organisation des JO de Tokyo. Voilà, ancien président du comité d'organisation des JO, ancien Premier ministre. Et donc, il a en 2000, donc vous voyez, ça remonte, hein, il était Premier ministre en 2000.
Et il a dit que le problème quand il y avait des femmes dans les comités, dans les commissions, c'est qu'on perdait du temps parce qu'elles parlaient trop. Ce qui est assez drôle, parce que quand on connaît les femmes japonaises, enfin franchement, elles ne parlent pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup dans les commissions. Donc évidemment, enfin, voilà, c'est un préjugé sexiste, enfin, qui a tout de suite entraîné énormément de réactions. Et donc évidemment, comme il y avait un contexte international, il n'aurait peut-être pas démissionné, hein, sincèrement, sinon, mais dans le contexte international qui était celui des JO, il a été obligé de démissionner assez vite, oui. Ah, donc vous pensez que c'est la crise sanitaire et la situation limite au niveau mondial qui l'a motivé à démissionner et non pas quelque chose qui serait une nouveauté dans le débat public quand j'y contexte japonais qui fait que quand on tient des propos sexistes, maintenant on ne peut plus rester en fonction, alors que peut-être c'était pas le cas avant. Non, si vous voulez, je pense que les propos sexistes peuvent toujours être tenus, effectivement, et que le fait que les réactions comme ça aient été entendues et aient suscité cette réaction immédiate avec une recomposition, enfin, ils ont cherché à mettre plein de femmes dans leur comité, ça a été en raison du contexte international et du tollé international, oui, je pense, oui. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une sorte de prise de conscience, si vous voulez, mais ça aurait attiré des réactions et peut-être des critiques, mais je ne suis pas sûre du tout que dans un autre contexte que celui des JO, il aurait démissionné. Non. Et justement, Michael Luquen, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, justement, de cet ancien Premier ministre désigné président du comité d'organisation des JO de Tokyo, qui tient des propos sexistes, qui est obligé de démissionner? Si on prend l'affaire du point de vue de la symbolique et de la culture japonaise, ou en tout cas de ce qui transparaît dans le débat public, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça me permet de compléter un petit peu votre question sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que je crois qu'on est vraiment dans une culture du PLD qui est une culture d'entraînement de la population par des grands programmes. Donc lui, il se situe absolument dans cette dynamique-là. Mais il y a quand même quelque chose qui, je crois, doit être pris en compte, surtout quand on regarde le cas japonais de l'étranger. C'est encore une fois la question des catastrophes, des séismes, du contexte, j'allais dire aussi géopolitique, nécessairement instable du Japon. Il n'y a qu'à regarder une carte quand on voit où le Japon est placé entre la Russie, la Chine et les États-Unis. On sait que c'est une région du monde qui est conflictuelle et délicate. Et par conséquent, simplement se contenter de dire, voilà, on a là un personnel un peu âgé qui continue de proposer les mêmes recettes décennie après décennie. Oui, c'est vrai, c'est indéniablement vrai. Et en même temps, il faut bien avoir conscience que c'est très difficile dans un pays qui justement tremble, à tous les sens du terme, de trouver un message commun, une politique qui fédère, d'entraîner la population vers le haut. C'est quand même bien sur des politiques de ce type-là que le Japon a si bien réussi depuis la fin du 19e siècle. Donc tous les livres d'histoire que les petits Japonais apprennent, c'est une histoire d'émancipation par le haut. Or, ce type de discours aujourd'hui s'étiole. Donc, il s'agit de retrouver un nouveau logiciel et c'est particulièrement difficile parce que justement, le Japon a cette caractéristique géographique qui fait qu'il tremble. Or, tous les messages donc durables que propose la communauté internationale en Europe, aux États-Unis, vous voyez, un monde durable. Qu'est-ce que c'est qu'un monde durable au Japon quand tous les 20-30 ans, tout va tomber par terre de toute façon ou à peu près de toute façon. Donc, il faut le repenser, je crois, de manière plus spécifique dans une perspective japonaise. Bien sûr, il y a une durabilité propre au Japon qui va pouvoir être trouvée, mais les modèles occidentaux ne peuvent pas être transposés tels quels au Japon. Et le Japon, je crois, a un effort conceptuel, intellectuel particulier à faire pour y parvenir. Juste peut-être pour une petite touche optimiste, petite touche un peu optimiste quand même, les choses malgré tout changent un peu, c'est-à-dire que cette génération, vous voyez, M. Molly est le dernier en réalité, il y a Asso Taro aussi qui est encore ministre des Finances et je crois, ou il était il n'y a pas longtemps, non, je me demande s'il n'est pas parti maintenant. Mais enfin bon, voilà, il y a quand même un renouvellement, vous voyez, et donc un renouvellement avec des discours quand même
Et puis, malgré tout, une prise de conscience qu'il faut faire une place aux femmes parce qu'on veut qu'elles fassent des enfants et ça ne se passe pas bien là, tel qu'on fait, comme on fait. Donc, il y a quand même cette idée aussi que si on veut que la natalité reparte un peu, il faut quand même entendre un peu ce que les femmes ont envie de dire, enfin, ou de faire. Donc, voilà, il y a cette prise de conscience malgré tout. Et il y a vraiment quand même un rajeunissement des élites politiques aussi. Ça, on se rend bien compte qu'il faut des élites un peu plus jeunes. Et malgré tout, on voit que c'est ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un renouvellement total de la classe politique, parce que d'abord, il y a toujours aussi peu de femmes, et puis il y a souvent des héritages en politique encore. Donc, quand les vieilles générations s'en vont, c'est pour laisser place aux successeurs, etc. Enfin, et à l'hérédité véritable, enfin familiale. Donc, il y a tout ce phénomène aussi, mais malgré tout, ce sont des gens, même vous voyez, si on est dans la même famille, enfin, les discours se renouvellent quand même aussi. Le parti d'opposition est plus moderne aussi, il y a plus de personnes un peu jeunes et plus en phase avec l'ère du temps. Donc, quand même, il y a un renouvellement sur ce plan. Et paradoxalement, enfin, je ne sais pas, sur la scène internationale, l'idée de développement durable est très, très promue quand même, hein. Et puis, toutes les constructions sont quand même conçues comme… voilà, donc là, il y a une adhésion de ce point de vue-là au discours, disons, et même comment dire, enfin, le Japon le fait sien complètement et même le renouvelle, hein, à la fois sur… juste pour compléter ce que disait Michael, et d'un autre point de vue, disons. Alors, on approche de la fin de cette visioconférence et je voudrais faire un petit tour de table juste pour vous accorder à chacun le mot de la fin. Je voudrais commencer par Sébastien Collin, savoir, voilà, est-ce qu'il y a un point que vous vouliez aborder ou comment est-ce que vous réagissez à ces réflexions, par exemple, ces relations entre les élites et les Jeux Olympiques, comment ça résonne sur votre terrain, qui est la Chine, par exemple? Oui, alors, première réaction par rapport à ce que vient de dire Guy Bourg, la dimension environnementale, les JO de Pékin 2022, les JO d'hiver sont aussi placés sous le signe des Jeux Olympiques verts, hein. Donc, bon, il est clair que maintenant, toutes les organisations d'événements sont censées bien évidemment prendre en considération ces aspects, même s'il reste à voir ensuite, bien sûr, comment tout cela se concrétise. Par rapport à cette question des élites, il est clair que pour la Chine, l'organisation de ces événements internationaux du type Jeux Olympiques, c'est toujours dans une volonté de manifester une puissance, plus encore aujourd'hui que ça ne l'était au moment de l'attribution des Jeux Olympiques de 2008 en 2001. Et ce qu'on pourrait mentionner, si on veut apporter une sorte de trajectoire historique courte, c'est qu'en 2001, au moment où les Jeux Olympiques sont attribués à Pékin, comme on l'a dit au début de la séance, une reconnaissance de cette émergence économique de la Chine, de son insertion à la mondialisation. Et puis, 7 ans plus tard, au moment où les Jeux Olympiques sont en 2008, donc sont sur le point de s'ouvrir, on voit émerger quand même des contestations, des critiques politiques. Donc, effectivement, à la suite de la répression des manifestations tibétaines, ce qui va quand même susciter une réaction nationaliste en Chine très forte, hein, puisqu'on a parlé tout à l'heure du changement de parcours de la flamme olympique, mais en 2008, la flamme olympique, son parcours avait été raccourci, elle n'est pas passée par certains pays, justement en raison de toutes ces manifestations qui étaient organisées, et il y en avait eu une à Paris, lors du passage de la flamme à Paris, notamment, pour critiquer, hein, ces actions du gouvernement chinois au Tibet. Donc cela suscitait une tension politique, et donc les JO ont été le moyen pour la Chine de manifester par le biais de ce qui est appelé comme étant une réussite, mais c'est une réussite, bien sûr, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue sportif. Reste à voir, bien évidemment, après tout ce que l'organisation des Jeux Olympiques a suscité au niveau de la société, hein, la répression, les impacts qu'il y a eu aussi, notamment dans la gestion de l'eau, par rapport aux campagnes environnantes autour de Pékin. Donc, il y a toute une question, bien sûr, toute une série de questions qu'on pourrait aborder, pardon. Mais ces Jeux Olympiques de 2008, en plus, arrivent dans un contexte de crise économique et financière mondiale, puisqu'il y avait eu
la crise des subprimes aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment un basculement sur le plan géopolitique où la Chine, là, pour le coup, un an après, devient la deuxième puissance économique mondiale, etc. Et là, on en arrive au JO de 2022, où on est en présence d'une Chine forte, hyper nationaliste, beaucoup moins complexée à faire valoir ses revendications, sa fermeté sur le plan politique, qui est, à juste titre, critiquée, bien sûr, dans le monde occidental et qui suscite, là, pour le coup, des oppositions encore plus fortes. Et donc, ces JO de 2022 s'inscrivent dans un contexte de rivalité, véritablement, de défiance politique. Et on est dans un contexte qui est complètement différent de celui de 2001. Et donc, si on reprend 2001, 2008, 2022, on voit bien effectivement ce que le parcours de la Chine sur le plan économique, politique, son affirmation sur la scène internationale, suscite aussi, bien évidemment, des modifications en matière de perception. Aujourd'hui, on parle de boycott des JO de 2022. En 2001, il était hors de question de ne pas attribuer les JO à Pékin, et un accord avait même été opéré, ce qui avait fait dire à Guy Dru, médaille d'or du 110 mètres haies aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, qui était membre du comité français olympique et qui était chargé de la candidature de Paris, notamment en 2001, pour les organisations des JO 2008, que Paris allait dans le mur parce qu'il était déjà question que ce soit Pékin qui les organise. Voilà, je m'arrêterai ici. Michael Luquet, je vous donne la parole. Si vous voulez avoir un peu un petit mot de conclusion sur ce débat. Oui, merci. Peut-être l'idée que je souhaiterais vraiment défendre, comme vous l'aurez compris, c'est que on dit souvent que les JO au Japon et les JO de Tokyo 2020-2021 en particulier sont une réponse à un contexte international, c'est une manière de répondre à la Chine, à se positionner par rapport à la Corée, et on envisage toujours ça du point de vue des relations internationales. Moi, il me semble important de considérer aussi ce mouvement interne qui véritablement anime les élites depuis la fin du 19e siècle au Japon, qui se sont servis de l'olympisme comme un fer de lance pour chaque fois qu'il y avait un problème, chaque fois qu'il y a une grande politique, un grand projet à proposer au peuple, on s'empare de l'olympisme pour mobiliser les populations. Par conséquent, dans le cadre de cette histoire, accepter aujourd'hui en 2021 d'annuler les JO aurait pour sens, à mon avis, d'envoyer à l'électorat et de manière plus générale à l'histoire du Japon le signal que ce conservatisme clair, net, précis, cette esthétique que ces élites japonaises véhiculent à travers leur communication, leur logo. Regardez ce logo bien net, bien propre, bien clair, voilà, bien tenu avec la cravate boutonnée jusqu'en haut du cou. Vous voyez, toute cette esthétique bien propre et bien dynamique, d'une certaine manière, se trouverait fragilisée. Et il faudrait inventer un nouveau modèle de société et de politique. Après, je crois que ça explique en partie pourquoi le gouvernement actuel rechigne à changer de position. Et Guibourg Delameute, je vous laisse le mot de la fin si vous aviez une remarque. Oui, merci beaucoup. Je crois que le gouvernement a décidé de s'en mettre. Enfin, il ne prend pas la décision d'annuler, ça il l'a dit. En revanche, si le comité annulait, évidemment, il suivrait et il serait peut-être très soulagé. Et je crois, je trouve, enfin ça c'est vraiment, mais ça c'est en raison, c'est parce que effectivement voilà c'est le comité qui touche les droits télévisés notamment, donc il y a des histoires, des montants phénoménaux qui sont en jeu, et donc le comité, en fait, je suis tout à fait d'accord avec la proposition de Sébastien, c'est-à-dire que ce qui serait logique, c'est de reculer, mais enfin il y a toutes ces campagnes qui sont faites si longtemps à l'avance que manifestement tout ça est absolument intangible.
Bon, eh bien, je vous remercie. C'est la fin de cette visioconférence dédiée au JO de Tokyo et à l'olympisme à l'heure du Covid-19. Merci à nos intervenants. Merci à vous, Guy Bourdelamotte, Michael Luquen, Sébastien Collin. Merci évidemment à notre partenaire, l'IFRAE, l'Institut de recherche sur l'Asie de l'Ègre. Je précise que quand même, c'est Asialis qui s'est invité aux rencontres du lundi de l'IFRAE aujourd'hui. Et donc, je vous remercie, l'IFRAE, de nous inclure dans votre événement. Merci évidemment à l'INALCO, à Jean-François Huchet, à toute l'équipe de la communication, Eve Dufresne, Mathilde Lacroix, Sonia Lecomte, Oriane Frisa et Rémi Tintenier. Merci du côté asialiste, encore une fois à Baptiste Falvoz pour la modération et la réalisation. Merci à Cyrielle Cabot qui s'est occupé pour nous de Twitter, des réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous avec l'INALCO. Nous vous donnons rendez-vous, Asialistes et l'INALCO, pour une nouvelle conférence le 28 juin. Elle portera cette fois-ci sur les 100 ans du Parti communiste chinois. Quel avenir avec Xi Jinping? J'ai bien dit une conférence, puisque cette conférence aura lieu à l'auditorium de l'INALCO, rue des Grands Moulins, mais évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, puisque la jauge sera limitée, eh bien pour ceux qui ne peuvent pas venir, elle sera aussi retransmise en direct sur Zoom. Vous pouvez vous inscrire. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver évidemment sur le site de l'INALCO et le site d'Asialis, qui est évidemment votre site préféré d'information et d'analyse sur toute l'Asie. Il me reste qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Joris. Merci. Merci Merci, beaucoup. Asialis. Merci à tous.